Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour à tous. Dans des conditions un petit peu particulières car nous sommes en confinement, nous allons parler transition digitale avec Geoffroy Noël et voir avec lui ce qui se cache derrière ce terme. Alors avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Geoffroy ? Bien sûr. Alors tout d'abord, merci pour ton invitation Laurent. C'est un plaisir de venir intervenir dans ce joli podcast. Moi je suis Geoffroy Noël, je suis consultant au sein de Diamart Consulting. Alors Diamart Consulting c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé pour les retailers dans n'importe quel secteur. Donc je peux autant travailler pour des modèles de GSA, donc dans l'alimentaire, pour du bricolage, même pour du discount. Donc c'est vraiment très très large. Et avant ça, j'étais country manager des sites français et belges chez Sarenza pendant près de 3 ans. Et j'ai commencé ma carrière à La Redoute en tant que traffic manager, donc plutôt orienté sur le digital. Et finalement, aujourd'hui, je conduis des missions assez variées chez Diamart qui vont de la stratégie globale de positionnement sur la transition digitale et digitale. Justement, je crois que c'est le sujet qui nous amène à parler aujourd'hui dans ce podcast. Exactement. Est-ce que tu peux donc donner une définition du digital ? Une définition, oui, bien sûr. Alors c'est justement, c'est là toute la difficulté, c'est que c'est à ne pas confondre avec la transition digitale, parce que finalement la transition digitale, c'est le monde du physique et du digital qui vont se réunir. Donc c'est plutôt des sujets qui vont finalement toucher au monde physique et comment apporter plus de digital dans le monde physique. Donc la frontière finalement peut être assez mince, typiquement sur certains sujets marketing, mais dans le cadre finalement de la transition digitale, on va plutôt parler de la façon dont les retailers brick and mortar vont transformer leur business model pour s'adapter entre guillemets au nouveau monde et intégrer finalement dans leur magasin et dans leur process de vente des fonctionnalités digitales. Donc tu prenais des exemples de brick and mortar. Quels sont les enjeux pour un Fnac, un Carrefour, un Auchan Alors pour le coup, tu prends des exemples de retailers qui sont pas loin d'être les plus avancés en France. Pour moi, finalement, juste pour revenir un peu sur la transition digitale et la façon dont finalement ça se construit par rapport au digital, pour moi, la transition digitale, c'est le premier cycle de la révolution digitale, où les retailers ont finalement développé des nouvelles activités commerciales, basées bien sûr sur l'e-commerce que tout le monde connaît, mais qui ont un impact relativement limité sur leur activité historique, à savoir les magasins et le monde physique. Et ça, moi, je l'ai constaté dès mon arrivée chez Diamart, parce que quand je travaillais justement sur des sujets purement digitaux, ce que je constatais dans la plupart des cas, c'est que les PNL, par exemple, e-commerce, étaient complètement séparés des PNL magasins, les équipes avaient peu d'interaction, etc. Ici, la transition digitale, ça consiste justement à entrer dans une nouvelle ère, entre guillemets, c'est pas non plus voilà, mais où le développement de compétences en ligne reste toujours crucial, même si bien avancé. Mais finalement, la transition digitale, elle va entraîner de profondes mutations dans les dimensions du métier historique des retailers. Par exemple, sur les formats de magasins, on voit beaucoup plus de magasins qui sont en plein centre-ville avec des très petits formats et qui vont beaucoup s'appuyer sur le digital pour pouvoir justement permettre de vendre d'autres produits, par exemple. Aussi, finalement, comment faire évoluer son assortiment proposé en point de vente, par exemple en s'appuyant sur ce qu'on peut constater dans la zone de chalandise en termes de vente e-commerce. Ça peut nous aider justement à mieux assortir le merchandising en magasin. Il y a aussi tous les sujets autour des prix. Comment avoir une stratégie omnicanal finalement sur les prix pour être autant concurrentiel en ligne, mais aussi dans le monde physique, parce qu'on sait que de plus en plus les clients, et c'est normal, vont comparer les prix sur le mobile une fois en magasin. Et puis ça va aussi impacter l'organisation des équipes en magasin, parce qu'on peut le voir, il y a de plus en plus de magasins maintenant qui vont proposer ce qu'on appelle du ship from store, donc c'est finalement l'envoi de colis directement par les équipes du magasin en magasin. Donc finalement le magasin se transforme un peu en entrepôt, comme dirait d'ailleurs Jack Ma, le PDG, enfin le fondateur d'Alibaba. Pour lui, les magasins sont vraiment des entrepôts qui permettent finalement d'aller expédier des commandes. Donc on voit que le magasin physique va évoluer.
Alors, je suis presque étonné qu'on en soit encore à se poser ce genre de questions. Est-ce que les retailers ont pris du retard? En fait, au préalable, c'est normal parce que le canal Internet est apparu, enfin, s'est développé depuis les années 2000 avec le taux de pénétration qu'on connaît actuellement. Euh, et ces retailers-là, pardon, sont quand même beaucoup plus anciens que ça. Ils avaient des magasins avant tout, ils avaient des systèmes d'information qui ont bien sûr évolué au fur et à mesure. Euh, mais quand on parle par exemple d'entreprises, comme tu prenais comme exemple, Fnac Darty, par exemple, ils avaient des magasins bien avant ça. C'est complètement à mettre en opposition avec par exemple l'arrivée des magasins Emma Fresh qu'on connaît par exemple en Chine, où là finalement c'est Alibaba qui a commencé en étant pure player, donc il y avait déjà des systèmes d'information, on va dire omnicanaux, enfin omnicanaux, il n'était pas omnicanal, il était seulement sur le digital, mais en tout cas pour lui c'était facile finalement de déployer un système beaucoup plus omnicanal en partant d'un site internet. À l'inverse, les retailers brick and mortar euh, ont accusé. Alors je sais pas si c'est un retard parce que finalement, pour moi le digital c'est vraiment la façon, c'est une des façons de transformer du chiffre d'affaires qui était auparavant finalement rentable en magasin sur un chiffre d'affaires moins rentable sur le digital. Donc c'est vrai que pour le coup, je comprends que les retailers aient eu du mal à prendre un virage très fort sur un modèle omnicanal et des ventes en ligne parce qu'il y avait quand même des freins d'investissement qui étaient très très élevés avec un ROI qui était pour le coup un peu moins fort que ce qu'il pouvait avoir en termes en magasin en physique finalement. Donc pour moi c'est Artar qui est l'accumulation de ces éléments là quoi. Finalement des systèmes d'information un peu vieillissants, un chiffre d'affaires qui en effet en croissance mais qui fait pas rêver en termes d'EBITDA, et du coup des retailers qui peinent un peu à transformer leur modèle parce que quand on a un parc de plus de 200 magasins en France, tout transformer ça coûte quand même très très cher. Donc au final on se rend compte qu'on laisse un peu passer le train et on voit les autres se transformer peut-être un peu avant. Mais bon, voilà, c'est un retard qui est largement rattrapable encore. Alors oui, tu prenais l'exemple d'Amazon. Pour toi, Amazon est encore rattrapable? Amazon, je dirais pas qu'il est rattrapable, même si, enfin, il y a des exemples quand même aux États-Unis qui nous ont montré que Amazon n'était pas une fatalité. Hein. Faut savoir qu'il a quand même Amazon a plus de 50% de part de marché e-commerce aux États-Unis, donc c'est un mastodonte encore plus fort qu'en France où on est un peu entre guillemets sauvegardé avec Cdiscount aussi, qui a une part de marché un peu plus faible qu'Amazon, mais qui reste encore finalement face à Amazon. Euh, Si on prend l'exemple de Best Buy, par exemple, Best Buy, c'est de l'high-tech et de la culture, c'est le Fnac un peu américain. Et eux ont réussi vraiment à passer une période très difficile avec le développement d'Amazon, où justement leur magasin était plutôt visité pour ensuite réaliser un achat sur Amazon. Et finalement, leur transition digitale a permis aussi d'aller complètement transformer leur business model. Ce qu'ils ont fait, une des choses principales qu'ils ont fait, c'est que finalement ils ont transformé un peu leur magasin en shop-in-shop ou en marketplace physique parce qu'ils ont finalement permis à des acteurs, à des marques comme Samsung par exemple, d'aller louer une partie de leur magasin, mettre du personnel à eux pour aller vendre directement des télés. Et c'est ce que recherchent maintenant aussi énormément de marques et même de pure players. On le voit avec le développement en physique, c'est que on voit bien que être seulement présent sur Internet maintenant, c'est plus possible. Le client veut aussi avoir une interaction physique, veut justement pouvoir toucher le produit, veut pouvoir avoir du conseil en magasin, avoir une interaction avec le magasin avant d'acheter. Et c'est pour ça que la valeur du physique s'est aussi transformée avec l'arrivée des pure players. Comment une entreprise choisit ses priorités en matière de transition digitale? Juste avant peut-être de rentrer dans on va dire une méthode de priorisation quelconque, euh, j'ai eu la chance de participer justement à la rédaction d'un rapport sur le digital dans mon expérience auprès de Diamart, justement parce que on a eu la chance d'aller interroger 150 retailers dans le monde entier sur justement les enjeux et les problématiques que pose cette transition digitale auprès de dirigeants du retail.
Et finalement, pour simplifier aussi cette étude et pour la rendre aussi beaucoup plus claire, on a essayé finalement de récapituler les 13 enjeux de la transition digitale. Alors, je vais pas revenir sur les 13 enjeux, ça serait trop long et pas très utile pour nos auditeurs, mais il y a 3 thématiques finalement qui se distinguent de ces 13 enjeux. Le premier, c'est le marketing digital. Donc ça, c'est vraiment à la lisière des sujets e-commerce, mais l'objectif de cette thématique-là, c'est plutôt de promouvoir la marque et le trafic en magasin, de mieux connaître les clients de façon omnicanale, ce qu'on disait tout à l'heure, tout en instaurant finalement une relation client personnalisée. Le second, c'est plutôt orienté sur l'expérience magasin. Ici, l'objectif, c'est plutôt d'assurer une expérience sans irritant pour le client. Par exemple, sur le paiement, on voit beaucoup d'app, de scanning ou même de paiement directement en caisse qui se développent. Ça parle de tout ça. Ça parle aussi de comment finalement renforcer l'interaction avec les produits en magasin. Avec par exemple, là aussi, on peut avoir de l'information enrichie grâce au portable sur certains produits en magasin, avoir les avis clients, etc., etc. Et le troisième, c'est plutôt lié finalement aux opportunités de développer de nouveaux business sur le digital. Et ça passe par justement élargir par exemple l'offre à disposition des magasins, les utiliser comme lieu d'expédition avec le Ship from Store, ou encore même nouer des partenariats avec des pure players comme Amazon ou les GAFA. Et finalement, quand on voit toutes ces thématiques, en effet, la problématique, c'est de se dire, bah voilà, comment je fais, quoi, parce que 13 enjeux, ça va coûter cher. Il y a peu finalement de retailers actuellement qui ont réussi, d'après moi, à adresser toutes ces initiatives. Je donnais l'exemple tout à l'heure de Best Buy qui ont, d'après moi, en partie réussi. D'autres exemples, ça peut être par exemple pour Walmart aux US aussi, ou Home Depot. Je sais pas si tu connais Home Depot, c'est la chaîne de do it yourself, de bricolage, un peu le roi Merlin américain. Et puis en France, on peut prendre l'exemple de Maison du Monde, parce que finalement tout ça nécessite de mobiliser énormément de moyens financiers et les bons savoir-faire. Et justement, pour pouvoir mobiliser ces moyens financiers, d'après moi, la première chose à faire, et je reviens du coup sur ta question, c'est de choisir ses priorités. Et finalement, ces priorités-là, vont varier fortement d'une entreprise à une autre et d'un secteur à un autre, forcément. Heureusement, ce qui va être le premier moteur, d'après moi, pour les retailers, c'est les attentes clients. Ça fait peut-être un peu bête de dire ça, mais ça reste vrai. Typiquement, si je prends l'exemple de l'alimentaire, le plus important d'après moi, c'est la fluidité du parcours client. Et là, la technologie peut par exemple aller aider énormément, que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, sur le scanning, sur l'information enrichie, ou même sur le paiement. L'objectif, c'est d'aller vite. On voit bien Amazon Go, c'est un peu l'exemple qui a été beaucoup décrié au départ, mais qui l'est de moins en moins, parce qu'on voit que ça commence vraiment à bien fonctionner. Ça fait un peu peur à tout le monde, même s'il reste un peu nul encore sur le retail. Mais en tout cas, c'est un peu l'exemple d'aujourd'hui sur le sujet. Et si je prends par exemple l'équipement de la maison, c'est plutôt l'inverse. Le digital va plutôt permettre finalement de passer du produit à la solution, en offrant aux clients de la formation produit enrichie, par exemple avec tout ce qui est VR, etc., qui peut permettre par exemple à des acteurs comme Ikea ou autres d'aller projeter le client aussi dans son intérieur. Donc finalement, quand on se dit tout ça, à partir de notre expérience, pour moi, il y a 3 critères qui doivent être pris en compte pour faire une première priorisation. Et finalement, ces critères-là peuvent être utilisés pour pas mal d'autres priorisations, d'ailleurs, mais je pense que c'est important de les avoir en tête. Le premier, c'est l'impact business. C'est de se dire, par rapport aux 13 enjeux, par exemple, qu'on a pu lister dans le rapport, lequel a pour moi le plus de sens pour mon client et pour mon business. Ensuite, c'est la capacité de mise en œuvre. En effet, si on voit que une thématique est importante, mais qui peut être mise en œuvre que dans 5 ou 10 ans, ça ne veut pas dire qu'on va la mettre de côté, mais en tout cas, ça peut être un peu plus difficile à prioriser. Et ensuite, le dernier élément important, c'est est-ce que finalement cette thématique-là va renforcer le positionnement de ma marque. Et finalement, en essayant de bien se clarifier la tête sur ces 3 critères-là, ce qu'on peut dire, c'est que le résultat sera toujours frustrant. Parce que choisir ses priorités, ça implique de décaler des projets importants et d'apprendre à dire non, mais c'est vital. Mais pour moi, c'est la première chose à faire. Alors, Banous est un podcast qui traite du marketing digital. On va faire un focus sur cette thématique. Pour toi, quelles sont justement les tendances
Sur le marketing digital, pour le coup, ça va être, ça peut être, ça peut paraître un peu anecdotique, mais ça ne l'est pas parce que la première priorité finalement que les retailers euh, ont pu justement évaluer, c'était d'avoir une meilleure connaissance client omnicanal et des relations clients personnalisées. Donc ça, tout le monde en parle, ça fait des années qu'on en parle. Donc c'est là où je te rejoins, où je te dis que finalement la transition digitale c'est la lisière parce que tant qu'on n'a pas ces basiques-là, on va avoir du mal là aussi à mettre en place finalement une transition digitale digne de ce nom. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que la connaissance client et la personnalisation des relations clients sont deux enjeux déterminants, bien sûr. Et pourquoi? Parce que le retail devient un métier de précision. Pour atteindre le bon niveau de finesse, maintenant les retailers doivent finalement prendre des milliers de décisions, pardon, de façon instantanée. Et tout ça, c'est impossible sans le soutien technologique de l'IA et des data. Euh, Gérer de tels volumes de données finalement en temps réel, c'est un exercice super complexe, surtout dans des secteurs où l'optimisation et l'automatisation reposent avant tout sur l'humain. Finalement, ce dont on se rend compte, c'est que pour la majorité des retailers, et c'est normal, par exemple, les prix peuvent être gérés directement par le directeur du magasin avec des relevés manuels qu'il fait dans sa zone de chalandise. Et finalement, avec la transition digitale, ces éléments-là vont être beaucoup plus automatisés. Ça ne veut pas dire déshumanisés, parce que pour moi, l'humain doit rester vraiment au centre aussi du magasin, parce que je l'ai dit au début, l'interaction avec les vendeurs reste pour moi une priorité absolue dans le retail. Et finalement, tout ça, toutes ces décisions de l'entreprise doivent être nourries grâce à ces insights clients et qui passent par la constitution du fameux RCU, le référentiel de client unique, et d'un PIM, donc là d'un flux produit qui s'avère omnicanal. Deux éléments centraux qui sont d'après moi encore trop délaissés, et ça c'est lié à la complexité aussi des chantiers. Aller finalement avoir une vue exhaustive par exemple des produits qui sont dans les 200 magasins en France, avoir une vue exhaustive des milliers de clients qui sont en physique et en ligne, c'est pas si simple que ça. Et pour moi, vraiment, les sujets de marketing digitaux de la transition digitale passent forcément par là. Toute cette mise en place technique, ces problématiques, finalement, pour un retailer, c'est toujours faisable ou c'est peine perdue? Pour moi, c'est plutôt une chance en fait d'avoir toutes ces technologies qui se sont développées, parce qu'il y a énormément de startups, il y a un foisonnement de startups qui vont d'ailleurs toutes révolutionner le monde d'après elles. Hein. Mais c'est ça l'intérêt, parce que finalement, dans l'évolution du retail. Qu'on peut constater dans les pays d'Asie, par exemple, on y reviendra peut-être par la suite, cette transition elle est vraiment vitale pour les retailers, avec des niveaux d'ambition différents, selon les secteurs, comme je l'ai dit. Et d'après moi, la technologie offre aujourd'hui la possibilité, même pour les moins matures et les moins avancés, de réaliser de vraies transformations. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, maintenant on a quand même la possibilité soit de prendre ces sujets, si par exemple on parle toujours de data, soit en interne, avec des coûts qui peuvent être quand même assez vite monstrueux. Mais il y a aussi énormément de startups qui innovent pour rendre ces choses-là beaucoup moins complexes, avec justement des data lakes vachement plus faciles, vachement plus agiles à mettre en place, avec des API qui vont se connecter beaucoup plus facilement aux ERP, etc. Et d'après moi, si on priorise les vrais enjeux et si on arrive à pas se disperser justement dans des développements en tout genre où à chaque fois que le CDO va rencontrer une startup, lui dit pas vas-y on bosse ensemble sans que ça soit vraiment entre guillemets intégré dans sa feuille de route, je pense on peut y arriver, parce que si on arrive à être clair pour définir et partager la feuille de route, et si on arrive à être agile dans cet univers en constante évolution, je pense que on peut adopter des méthodes de développement qui vont permettre d'avoir des cycles d'amélioration en continu, tout en conservant finalement un peu de budget pour saisir de nouvelles opportunités. Très clair. Alors, tu y as un petit peu répondu, mais est-ce qu'il est toujours temps de mettre en place des choses face aux GAFA? Justement, en fait, je sais pas si c'est face aux GAFA qu'il faut dire encore. C'est là où... D'ailleurs, GAFA et BATX plus largement, parce que je pense que enfin, il y a une vraie tendance aussi en Asie avec tout ce qui est Baidu, Alibaba, etc.
Et finalement, ce qu'on constate d'ailleurs, hein, enfin, c'est assez intéressant de voir le foisonnement de partenariats entre justement les GAFA ou les BATX avec des retailers. Voilà, il y a eu par exemple sur le commerce vocal entre Walmart et Google, aussi avec des partenariats de format entre Auchan et Alibaba. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, la plupart des retailers reste quand même très prudent face aux géants du digital et c'est normal, hein. Je pense que c'est soit parce qu'ils se sentent assez puissants finalement pour se dire bah j'ai pas besoin d'eux, ou soit parce que finalement ils se disent que dans tous les cas, même si ça marche pas, ils ont de l'argent pour faire un plan B en cas d'échec. Donc d'après moi c'est pour ça qu'il y a encore que les gros qui y vont. Et pour moi il y a un peu des pour et des contre sur partenariat ou pas partenariat. Donc on pourrait en parler des heures, mais je pense qu'il y a quand même des opportunités assez fortes pour profiter des gigantesques investissements en R&D qu'ils réalisent, pour là aussi justement peut-être pouvoir aller plus vite sur des sujets plutôt peut-être back office ou même des sujets qui vont être très liés à la data. Euh, mais c'est vrai que du coup, c'est aussi des risques parce que ça peut aussi conduire à une perte de contrôle sur l'expérience qui est créée par la marque. Typiquement, les messages peuvent vite se brouiller entre justement les partenariats et du coup perdre un peu le client aussi dans l'image de marque que le retailer veut en tout cas développer. Mais c'est assez intéressant ce sujet-là parce que on voit que sur tous les sujets, il y a eu énormément justement de plutôt d'alliances que d'opposition et je pense qu'il y a un bon mix à trouver selon là aussi les priorités que le retailer aura choisi pour se dire est-ce que finalement ça vaut le coup pour moi d'aller développer un partenariat, mais je vois plutôt dans ce sens-là finalement essayer de développer un partenariat win-win donc avec toute la difficulté que ça sous-entend bien sûr, c'est pas si simple que ça, mais plutôt que d'être en opposition face aux GAFA. Alors, si on fait un petit peu de prospective, comment toi tu vois évoluer le retail ? Vaste question, mais pour le coup, moi j'ai eu la chance de me rendre en Chine avec un groupe de retailers parce qu'on organise de temps en temps des learning expeditions où on amène un certain nombre de retailers visiter des pays justement où le retail où des concepts retail ou des retailers peuvent être intéressants à connaître. Et pour le coup là, enfin voilà, on voit bien que la Chine explose pour toutes ces tendances retail et on voit bien auparavant c'était quand même beaucoup plus les États-Unis, maintenant ça se dépasse beaucoup plus en Chine et on parle de plus en plus aussi de new retail. C'est un terme qui est pas mal en vogue, qui est pas mal en vogue ces temps-ci. Et finalement, c'est quoi ce new retail ? Pour moi, ça passe justement par beaucoup plus d'interactions en magasin. Moi, ce qui m'a vraiment marqué en Chine, c'est clairement les surfaces alimentaires. Donc j'ai bien sûr visité Emma Fresh. Donc c'est assez dingue parce que en fait on voit que les magasins sont pas du tout comme en Occident avec entre guillemets ils font pas tous mais de vulgaires boîtes en carton posées sur des étalages. Il va y avoir beaucoup plus d'interaction avec le client et ça passe par des ateliers par exemple d'organiser en magasin avec les conseillers. Ça passe par des surfaces de restauration et ça passe aussi par le développement entre guillemets de d'autres sources de business et typiquement il s'appuie là aussi beaucoup plus sur le digital pour ça et pour reprendre toujours le magasin d'Alibaba Emma Fresh, ce qu'il faut savoir c'est que Emma Fresh par exemple fait 50% de son chiffre d'affaires en magasin via des commandes internet. Et c'est pour ça qu'ils ont tous installé dans leur supermarché des racks logistiques qu'on voit sur le plafond pour justement pouvoir permettre le picking beaucoup plus facilement en magasin des produits des commandes internet. Et c'est assez frappant parce que quand on rentre justement dans un magasin Emma Fresh, toute la partie alimentaire, on voit presque plus de monde à faire du picking en magasin que de clients.
donc plus de personnel que de clients. Et par contre, dès qu'on va dans les zones de restauration, c'est totalement l'inverse, parce que justement ces magasins-là permettent par exemple de faire ses courses et de pouvoir faire cuisiner directement ses courses dans les cuisines du supermarché. Et on a fait le test par exemple en allant pêcher nous-mêmes le homard et en le faisant cuire par le personnel d'Emma Fresh. Donc on voit finalement plus globalement que ce New Retail va tout simplement redonner aussi de l'attractivité beaucoup plus forte en magasin, parce que ça va plus être le simple acte d'achat qu'on peut maintenant réaliser beaucoup plus facilement depuis son canapé. Ça va être aussi aller chercher beaucoup plus d'interaction avec les vendeurs, avec la marque, avec les produits, par le biais d'ateliers, par le biais de services. Et voilà, c'est des ingrédients qui permettent aussi d'aller chercher beaucoup plus de trafic en magasin. C'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, alors vu d'Europe, j'ai l'impression que c'est un peu ce que nous faisons, mais à contre-courant. Je m'explique. J'ai l'impression que nous, on ouvre plutôt des grandes surfaces qui proposent des prix très bas, qui laissent l'acheteur prendre lui-même les produits, etc., pour justement baisser les coûts. Et toi, tu nous exposes, en fait, vue d'Asie, c'est plutôt l'inverse, c'est la création d'expériences, l'interaction avec l'acheteur. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors pour moi c'est pas une opposition parce que alors après il y a en effet des business models qui se développent autour du low cost, de l'achat en gros, etc. Et je pense que finalement ce type de business model est beaucoup moins finalement rentable, enfin en tout cas avec des marges beaucoup plus faibles, donc ça permet pas non plus d'aller encourager beaucoup plus d'interaction avec le client. Et je pense que la première raison de visite ça reste des petits prix, mais pour moi même dans des chaînes discount c'est possible finalement d'aller créer plus d'interaction. Et pour parler d'autres exemples justement, là j'ai un exemple en tête, c'est l'enseigne Aromazone. Je sais pas si tu connais, c'était d'abord un pure player qui a lancé quelques magasins en France, qu'on a 2 sur Paris. Et ici en fait ils organisent des ateliers. C'est une chaîne justement de beauté cosmétique, et qui permet de créer ses propres produits. Donc ils vont créer des ateliers où on peut s'inscrire sur internet, se rendre en magasin pour créer sa propre crème de soin, etc. Donc on voit qu'il y a aussi l'émergence de types de business models différents qui vont aussi concilier justement ce triptyque entre justement service, interaction en magasin et interaction produit. D'accord, très clair. Alors, pour essayer d'être ultra pragmatique et pour répondre au titre de l'épisode qui est « Comment réaliser une transition digitale dans de bonnes conditions », est-ce que tu pourrais faire une petite synthèse de ce qu'on a dit ? Alors, pour reprendre en synthèse un peu ce qu'on s'était dit, je pense que on peut faire appel à Diamart, mais c'est pas l'objet du podcast. Je dis ça en rigolant bien sûr, mais bon, on sait jamais. Non, pour moi, il y a 3 étapes majeures. Il y a d'abord prioriser les enjeux de la transition, parce que comme j'ai dit, il y en a quand même 13, et personne ne pourra tout faire, ou en tout cas pas tout de suite, et pas à court terme. Donc, il faut vraiment prioriser les enjeux qui font le plus sens par rapport au business model et à la stratégie de l'entreprise. Et d'après moi, il faut ensuite se concentrer sur 2 à 3 enjeux à court et moyen terme qui font vraiment sens pour le client et pour le business de l'entreprise. Et puis enfin, bien sûr, une fois qu'on a finalement priorisé ces enjeux, il faut allouer des ressources et des moyens pour tester de façon agile, créer des pilotes en magasin, monitorer les performances et voir si justement on peut aussi aller développer ça dans tout le réseau. Oui, pour rebondir en fait sur ce que tu dis, l'enjeu humain est à mon sens l'enjeu principal parce qu'il va falloir trouver des personnes compétentes pour chaque problématique, et ça pour le retailer c'est le point le plus important. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, bien sûr. Et en plus de ça, moi je dirais
que c'est le premier défi, en effet, tu as raison de le souligner, c'est l'humain, parce que, outre le fait de devoir s'entourer de nouvelles compétences, malgré tout, beaucoup de retailers l'ont déjà fait, hein, ces compétences-là, ils ont pas attendu finalement de la transition digitale, mais plutôt même la transition digitale, avec aussi beaucoup plus d'experts sur le e-commerce qui peuvent aussi permettre d'aider justement dans cette transition digitale. Mais pour moi, la vraie problématique, c'est justement de casser ces silos entre le e-commerce et le monde physique, et d'essayer aussi de faire progresser l'ensemble des équipes dans un même objectif. Et c'est pour ça que pour moi le travail sur une transition digitale doit pas seulement concerner le comité de direction, mais l'ensemble de l'entreprise. Et pour moi, c'est aussi un moyen de valoriser les équipes en magasin, parce qu'on voit bien que leur rôle va changer. Ils vont maintenant finalement devoir aussi beaucoup mieux connaître le client, le conseiller de façon beaucoup plus forte. Ils vont avoir accès à des outils qui vont permettre aussi de connaître par exemple son historique de commande sur internet, ou ce qu'il préfère acheter, sa couleur préférée, etc. Donc finalement ils vont se reposer sur des nouveaux outils pour aller justement mieux conseiller le client. Ils vont en plus de ça devoir peut-être même maintenant, en plus de mettre finalement des articles en rayon, ils vont devoir peut-être envoyer des colis pour justement permettre le ship from store directement au magasin. Donc voilà, il y a peut-être même aussi organiser, comme je disais, des ateliers en magasin pour augmenter l'interaction avec le client. Donc finalement, l'humain clairement reste le principal moteur. Et pour moi, la transition digitale doit justement permettre d'emmener l'ensemble des collaborateurs dans une nouvelle optique et dans le développement de ce business model. Oui, bah alors, pour rebondir une nouvelle fois à ce que tu dis, c'est super intéressant. Pourquoi on ne voit pas de vendeurs avec des tablettes qui retracent l'historique d'achat des acheteurs pour leur apporter une expérience encore plus personnalisée? Qu'est-ce que tu en penses? Alors pour moi ça se développe de plus en plus, hein. Typiquement boulanger, je sais pas, mais je crois qu'ils ont quand même cette vision un peu omnicanale. Typiquement il y a Sephora aussi qui fait beaucoup ça. Alors, on a peut-être moins l'occasion nous deux d'aller dans les magasins Sephora, mais en tout cas je sais que ils arrivent à retrouver l'historique d'achat des clientes sans vouloir être misogyne du tout, hein. Mais voilà, donc il y a beaucoup de retailers qui arrivent à le développer, et pourquoi ils font pas tous, que d'après moi aussi la meilleure transition digitale, elle est invisible en fait. C'est-à-dire que nous, en tant que clients, on la voit pas forcément. Et pour moi, ça peut être aussi... c'est pour ça que les retailers vont aussi beaucoup commencer, et là je suis beaucoup moins expert sur ces sujets-là malheureusement, mais ils vont aussi beaucoup commencer sur des sujets back-office. Donc c'est-à-dire à optimiser tout ce qui est supply, tout ce qui est aussi même offre en magasin, tout ce qui est logistique aussi, pour que ça, c'est des postes de dépenses énormes qui peut être aussi largement pour laquelle la transition digitale peut aussi largement contribuer à rendre plus héroïste. Et pour moi, c'est aussi pour ça qu'on voit pas que ça se développe aussi énormément. Et je suis pas sûr non plus que nous, en tant que clients, on soit toujours prêt non plus à que cette technologie, en tout cas, soit visible. À savoir que, d'après moi, même si le vendeur a connaissance de notre historique et peut lui permettre de poser les bonnes questions, je suis pas sûr que tous les clients aient envie de savoir qu'on a accès à son historique et que ce soit vraiment visible pour le client. Écoute, super clair, merci beaucoup. Dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre ? Bonne question. Non, sur LinkedIn, Geoffroy Noël, bien sûr, et puis aussi sur Instagram, Geoff Power. Pour le coup, je sais pas si ça marche aussi sur Instagram. À bientôt. Merci à toi, Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.